Alors bienvenue. On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Comment une simple étincelle peut se transformer en un feu qui dure toute une vie? Aujourd'hui, on va justement plonger au-delà des contes de fées pour voir ce qui fait vraiment, vraiment fonctionner une relation sur le long terme. Ah oui, les feux d'artifice, les papillons dans le ventre. C'est l'image parfaite, celle qu'on voit partout dans les films. Cette explosion de sentiments qu'on prend pour le signe ultime. Mais, et si tout ça ce n'était en fait que le début? Juste le prologue d'une histoire bien plus grande. Et c'est justement là que ça devient intéressant. On laisse de côté l'idée d'un amour qu'on trouve, un peu par hasard comme un trésor, pour adopter celle d'un amour qu'on construit, brique par brique. C'est vraiment le cœur du sujet. L'amour, ce n'est pas une destination, c'est un chemin qu'on décide d'emprunter chaque jour. Alors voilà le programme qu'on va suivre ensemble. D'abord, on va voir ce qu'il y a au-delà du conte de fées. Puis, on explorera cette idée que l'amour est un verbe. On parlera de l'importance de parler avec le cœur, de comprendre pourquoi le désir a besoin d'espace. Et pour finir, on verra toute la beauté qu'il y a dans ce travail partagé. Allez, on commence. Le premier point, ce moment un peu délicat, on va dire. Celui où la fameuse lune de miel se termine. C'est une étape qui est si souvent mal interprétée. On peut la vivre comme une déception, presque une trahison, mais en réalité, c'est une transition absolument cruciale. Et voilà, le mot est lâché. Désillusion. Mais attention, ce n'est pas du tout un signe d'échec. En fait, c'est le vrai point de départ. C'est le moment où on a l'occasion de laisser tomber l'image parfaite qu'on s'était faite pour commencer à voir et à aimer la personne qui est réellement en face de nous, avec tout ce qu'elle est. On arrive donc à notre premier grand pilier. L'amour est un verbe. Ça change tout de voir les choses comme ça. Ce n'est plus ce sentiment passif qui, hop, nous tombe dessus. Non, c'est beaucoup plus comme un jardin, il faut s'en occuper, l'arroser, en prendre soin. C'est une décision active qu'on renouvelle encore et encore. Donc non, ce n'est pas un coup de dé. Ce n'est pas gagner au loto de l'amour. C'est vraiment une construction patiente qui se fait à deux, jour après jour. Ça demande de l'écoute, de l'attention, des compromis aussi. Bref, c'est un engagement de tous les instants. Et là, attention, on a une idée qui peut paraître un peu contre-intuitive. L'idée que la friction, c'est du carburant. En gros, les désaccords, les disputes, ce n'est pas forcément le signe que ça ne va pas. Au contraire, ça peut être des occasions en or pour grandir. Chaque conflit qu'on arrive à traverser ensemble, eh bien ça renforce la confiance et ça approfondit la relation. Ok, on passe au deuxième pilier, l'intimité émotionnelle. Et là, on ne parle pas juste de faire des choses ensemble, d'avoir des activités. Non, on parle de ressentir ensemble. C'est la capacité à se montrer vulnérable. Oser dire « là j'ai peur » ou « ça me rend triste ». C'est ça qui crée les liens les plus puissants. Alors, posons-nous la question. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière la colère? Parce que bien souvent, la colère, c'est juste la pointe de l'iceberg. Et en dessous, qu'est-ce qu'on trouve? La peur, la tristesse, le sentiment de ne pas être vu. La colère, finalement, c'est souvent une protection. Et ça illustre parfaitement la différence. La première phrase, « je suis tellement en colère contre toi », c'est un mur. On accuse, et l'autre se met tout de suite sur la défensive. La seconde, « je me sens blessé et déçu », c'est une porte qu'on ouvre. On partage ce qui se passe à l'intérieur. Et ça invite à la discussion, à l'empathie. Et voilà, c'est exactement ça. La vraie intimité, ce n'est pas de connaître par cœur les habitudes de l'autre. C'est de savoir qu'on a un espace sûr, où on peut partager son monde intérieur, sans être jugé. Allez, troisième pilier. Et celui-là, c'est un paradoxe assez fascinant. Le désir a besoin d'espace. C'est curieux, non? On cherche la proximité pour l'amour, mais c'est parfois cette même proximité qui peut étouffer un peu le désir. Voyons voir comment on peut jongler avec ça. Parce qu'il y a une énorme différence entre la proximité et la connexion. On peut être dans la même pièce, ou même dans le même lit, et être à des kilomètres l'un de l'autre. La connexion, c'est la présence. C'est être vraiment là, c'est voir l'autre, pas juste le regarder. C'est sentir sa présence, au-delà du simple contact physique. J'aime beaucoup cette idée. L'espace entre les amants est là où le désir respire à nouveau. C'est tellement vrai. Pour que le désir vive, il lui faut de l'air. Garder son propre univers, ses passions, ce n'est pas égoïste. Au contraire, c'est ce qui permet de se retrouver, de se redécouvrir, de garder cette petite étincelle de curiosité pour l'autre. Et on arrive au bout de notre parcours, après tous ces efforts, tout ce travail. Quelle est la récompense? C'est là qu'on découvre toute la beauté de ce qu'on peut construire quand on le fait de manière consciente. Et le fruit de tout ça, ce n'est pas juste une passion qui pétille un moment, c'est bien plus profond. C'est une confiance, mais une confiance à toute épreuve. C'est grandir ensemble, c'est construire un espace de sécurité qui, loin d'éteindre la flamme, agit comme un foyer qui la protège et la nourrit. Alors, pour finir, une dernière question juste pour la réflexion. Au-delà des sentiments du quotidien, au-delà des habitudes, qu'est-ce qu'on est en train de construire ensemble?
Quelle est cette œuvre commune? C'est peut-être en répondant à cette question qu'on trouve le véritable secret d'un amour qui ne s'éteint pas.